Donc, bonjour à tous, bonjour Twitch, bonjour Anouk, merci d'être avec nous. Bonjour, mais merci de m'avoir invité sur la chaîne. Merci à toi d'avoir accepté. Et puis, bonjour à YouTube dans le futur pour ceux qui regarderont la rediffusion. Alors, Anouk, on t'accueille aujourd'hui parce que il y a plein de sorties. Théa qui est sortie la semaine dernière, La Cité diaphane qui est sortie en poche aussi. Et puis en fin d'année dernière, tu as illustré La demeure des Maorel, en plus de C'est ça. tous tes travaux d'illustration à côté. Euh, Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour des gens qui ne te connaîtraient pas, même si on va revenir plus en détail sur ta carrière et ton écrit? Oui, bah, je vais essayer. Donc je suis Anouk Faure, je suis donc autrice, illustratrice, artiste plasticienne. Je suis originaire de Nouvelle-Calédonie, donc ça fait maintenant un bon paquet d'années que je vis à Paris. Et donc j'ai commencé ma carrière en tant que graveuse, donc graveuse sur cuivre. En faisant des expositions. Après, peu à peu, mon travail s'est élargi à l'illustration, où j'ai fait plusieurs couvertures de romans pour différents éditeurs, en commençant par La Volte, Albin Michel, Folio SF, puis voilà, de plus en plus. Et à partir de 2023, j'ai publié donc mon premier roman, La Cité diaphane, aux éditions Argile, et c'est là que je suis apparue, on va dire publiquement aussi en tant qu'autrice de l'imaginaire. Tu avais aussi publié deux, enfin, c'était des illustrations aux éditions Apéron, c'est ça, si je ne me trompe pas? Oui, oui, en fait, oui, j'ai fait d'autres livres avant, donc 2 livres d'art aux éditions Apéron qui sont des livres en accordéon avec de la poésie, mais encore une grande part à l'illustration et également un roman jeunesse, pardon, pas un roman, un album jeunesse, Les éléphants sans pattes aux éditions Alice Jeunesse. Voilà. Ça, Euh, c'était je, en 2022. je rajoute les liens pour le chat de ton site où on peut retrouver tout ce que tu as fait et aussi des éditions à Apéron. J'ai pas le lien sous la main des éléphants sans pattes, mais je le mettrai pour la rediffusion. Alors, Marche. euh, est-ce que tu as une préférence entre l'illustration ou l'écriture? Euh, alors, c'est deux pratiques vraiment différentes pour moi. Après, l'illustration, on va dire que c'est ça devrait plutôt être la question sur entre le dessin et l'écriture, parce que l'illustration, ça va être du travail de commande où je vais apporter un regard sur le travail de quelqu'un d'autre. Ce que je trouve vraiment passionnant et d'essayer en fait de cerner le plus synthétiquement possible le message de quelqu'un d'autre et lui donner corps en image pour en fait ouvrir une porte sur son univers. Après, évidemment, l'écriture, c'est une pratique beaucoup plus personnelle où là, je puise dans mes propres questionnements, mes propres univers, mon propre imaginaire et je cherche à le développer de la meilleure façon. Donc c'est vraiment deux pratiques qui sont, on va dire, assez séparées pour moi. Après, quand je fais des travaux personnels en dessin, comme ça a été le cas pour mon livre Taharoa, par exemple, là, enfin, pour moi, c'est difficile à départager. C'est vraiment deux pratiques complémentaires, hein. Je comprends, mais après, tu pouvais dire que tu n'avais pas de préférence aussi. Ça ne... Oui, bah, du coup, j'ai Euh, détaillé un peu. Tu as bien raison. Donc, finalement, on peut en conclure aussi, enfin, ton premier métier, on est d'accord que tu es illustratrice avant d'être autrice. Enfin, tu es artiste illustratrice avant d'être autrice. Oui, oui. Enfin, après, j'écrivais depuis longtemps avant d'être publiée. C'est juste que on va dire, j'étais illustratrice et artiste publiquement avant d'être autrice, en tout cas. D'accord. Mais, enfin, est-ce que aussi, moi je pensais vraiment par rapport au métier, au fait d'illustrer pour toi ou pour des autres ou pour d'autres, est-ce que ça a eu un impact sur ton écriture? Aussi de plonger dans d'autres imaginaires qui sont pas forcément les tiens. Hmm. Euh,
j'aurais tendance, enfin je sais pas exactement. Après, enfin le fait d'être illustratrice et de travailler en dessin, ça a forcément une influence sur mon écriture parce que, enfin quand j'écris, je vais être, je vais avoir des représentations très visuelles de ce que je veux décrire. Je vais avoir tendance à travailler beaucoup les descriptions, les atmosphères. Donc c'est plutôt là. Après, le fait d'avoir illustré d'autres personnes, je suis pas sûre que ça ait un impact directement sur mon travail d'écriture. OK. Et donc, tu écrivais, depuis, longtemps. Est-ce que enfin, qu'est-ce qui est arrivé en premier, le dessin, l'écriture? C'est peut-être arrivé en même temps? Oui, c'est alors enfin, on va dire que les 2 c'est vraiment très ancien. Après, j'ai su dessiner avant de savoir écrire, donc c'est peut-être là la c'est peut-être là la différence quoi, mais oui, depuis très jeune, je pratique les 2 quand même. Et pourquoi tu, as voulu, pourquoi tu as voulu écrire? Je sais pas, je pense que ça a toujours été, j'ai toujours eu beaucoup d'imagination, je me racontais des histoires, soit en dessinant, soit dans ma tête et donc l'écriture, c'était un peu le prolongement de cet imaginaire que je voulais exprimer tout simplement. Après, quand j'étais en école d'art, j'ai commencé à écrire aussi plutôt dans un registre poétique ou de notes artistiques pour accompagner ma pratique artistique. C'est une façon pour moi d'essayer de décortiquer un peu ce que je cherchais à faire à travers la gravure, à travers le dessin. Et puis, bah, progressivement, ça a pris de plus en plus d'ampleur. Hem, donc, enfin, je vais revenir sur des mots que tu as dit un peu plus tôt. Tu pour, représenter aussi tes imaginaires. Hem Mmh. et je trouve dans ton dessin, enfin, dans ton dessin, dans tes œuvres en général, parce que c'est pas forcément du dessin, tu as beaucoup de gravures, il me semble. Oui. Heu, je trouve que c'est souvent très onirique. Pourquoi, pourquoi de l'imaginaire, en fait? Hem, alors pourquoi de l'imaginaire? Bah, tout simplement parce que c'est vrai que j'en lis, regarde, depuis toute petite. Enfin voilà, mon père avait une grosse bibliothèque de fantasy, de science-fiction, donc enfin, c'est vers ça que je tends depuis l'enfance et puis, bah, je trouve fascinant la façon dont l'imaginaire permet d'explorer plein d'univers, en fait, de voyager par la pensée. C'est, enfin, vraiment quelque chose que je recherche, toujours dans mes lectures et dans mon écriture, c'est cette, dimension de sense of wonder, en fait. Et, et tout simplement, ça permet, je pense, de poser aussi un regard différent sur le monde, en fait, l'imaginaire que je trouve assez fascinant. Hem, est-ce qu'il y a des auteurs, des autrices, des romans, des sagas qui t'ont marqué en fait, dans ton parcours de lectrice? Oui, forcément, comme beaucoup de gens, j'ai commencé par Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux. Après, j'ai vite découvert La Roue du Temps aussi, qui a été une œuvre assez impactante pour moi par son ampleur aussi. Voilà, donc j'ai commencé par lire beaucoup de fantasy, je pense. Un moment de bascule pour moi, ça a été la découverte de La Romance de Ténébreuse de Marion Zimmer Bradley. Parce que ça explorait à la fois des univers de science-fiction et de fantasy et ce croisement, je l'ai trouvé vraiment fascinant. Puis bah voilà, après en grandissant, je me suis tournée vers plein d'autres lectures. Là, en fait, c'est presque difficile de dire qu'est-ce qui m'a impacté. Récemment, je peux mentionner la trilogie de la Terre fracturée de Jamie Sin, par exemple, ou encore les œuvres de Louvain. Enfin, en fait, il y a, enfin, en imaginaire français, il y a vraiment une diversité, une poésie qui se met en place aussi, qui est à part des lectures anglo-saxonnes que je pouvais avoir plus jeune aussi. Oui et puis on a aussi la chance d'avoir beaucoup d'éditeurs indépendants qui défendent, leurs auteurs, en Oui, imaginaire tout français. à fait.
qui mettent On en valeur des plumes qui sont extrêmement originales. Je pense, enfin, une autre lecture marquante récemment, c'était Trois battements, un silence d'Anne Fakouri chez Argile. Enfin, j'ai déjà parlé de Luvan, mais Tuste aux éditions là, dystopie je crois, ou Dystopia, je sais plus. dystopia. Dystopia, je pense. Ouais. Non, oui, on a cette chance-là et est-ce que, je sais qu'il y a certains autoristes, qui, arrêtent de lire quand, quand ils écrivent. Est-ce que c'est ton cas ou est-ce que toi ça tu continues ou est-ce que tu vas lire des choses en rapport ou qui n'ont rien à voir au contraire, tu vois? Je vais plutôt arrêter de lire effectivement quand j'écris, vu que je suis pas le genre d'autrice qui écrit de façon enfin sur un rythme quotidien régulier. Ça va plutôt être par période où je vais beaucoup écrire, et puis après enfin quand je vais avoir de l'illustration par exemple, je vais beaucoup moins écrire. Enfin voilà, c'est plus sur des par cycle, et du coup quand je suis dans des phases d'écriture assez importantes, c'est vrai que j'ai eu tendance à lire parce que enfin sensiblement j'ai du mal à sortir de mon propre univers, et je vais être un peu parasitée par mes lectures. Et du coup, ces univers justement, tu vas les donc toi, tu travailles, sur tes romans d'un coup. Est-ce que, déjà, est-ce que tu fais des plans ou est-ce que t'es plutôt jardinière, architecte pour commencer? Plutôt jardinière, même totalement chaotique, si je puis dire. Par exemple, La Cité diaphane, mon premier roman, enfin, j'ai lancé l'écriture avec juste une atmosphère en fait. Je savais pas qui était. Enfin, j'avais une narration à la première personne. Je savais pas qui était le jeu qui parlait. Je savais quasiment rien de ce qui allait se passer, et c'est vraiment l'univers dont j'ai suivi un peu les petits cailloux qui se présentaient sur ma route, quoi. Donc pas du tout de plan. Euh, Après, plus j'avance dans le récit, plus forcément les idées viennent, plus le récit prend corps, et je vais commencer à prendre des notes, mais ça reste voilà assez désorganisé, et les trois quarts des notes que je prends en me disant tiens il pourrait se passer ça ou ça, en fait finalement je les utilise jamais. C'est plus une façon de poser mes réflexions au fur et à mesure. C'est marrant. Mais en fait, peut-être que tu as trouvé un enfin, j'ai 2 questions dans le chat qu'il faudra que je pose après. Mais, peut-être que enfin non, c'est pas peut-être. Est-ce que tu as, découvert, qui était du coup le personnage, les personnages en même temps que le lecteur pourrait les découvrir, même s'il y a eu un travail de réécriture et d'édito derrière? Alors un tout petit peu avant quand même, mais pas très loin, parce qu'il y a effectivement plusieurs révélations sur l'identité, et j'avais pas beaucoup d'avance sur le lecteur, même si effectivement après il y a eu un gros travail de réécriture pour amener les choses en amont, et que ça fasse un tout cohérent. Hem, tes tes romans, tes 2 romans, Athéa et La Cité diaphane, sont illustrés. Ce qui fait très Oui. plaisir parce qu'on est toujours heureux d'avoir des illustrations dans nos romans et c'est assez rare. Hem, est-ce que ton travail de gravure illustration a été déjà associé à de la ah non, pardon, j'ai mal compris la question du chat. Je vais poser cette question-là à la place et je poserai celle du chat après, désolée. Est-ce que Pas de du problème. coup est-ce que du coup, quand, tu as écrit, est-ce que tu as fait les illustrations en même temps? Ou est-ce que tu les as fait a posteriori ou après ou en premier peut-être? Alors vraiment a posteriori, enfin surtout pour La Cité diaphane, mon but premier c'était vraiment d'écrire un roman et d'explorer tout l'imaginaire atmosphérique de la cité à travers l'écrit. Et c'est après en fait avoir signé avec les éditions Argile que j'ai décidé d'illustrer le roman, pour en fait apporter une dimension supplémentaire avec un style de gravure assez classique qui soit en hommage à Gustave Doré. Et donc j'ai réalisé les gravures au moins un an et demi après avoir fini l'écriture du texte. Sur Atea, forcément, les délais ont été beaucoup plus courts, vu que je l'ai écrit sur un an. La date de publication était déjà prévue avant que je finisse de l'écrire, et donc j'ai réalisé les illustrations quelques mois après avoir terminé le travail sur le texte, en fait. Mais c'est toujours dans un second temps, je ne mélange pas du tout les deux. OK. J'ai quand même répondu à une question du chat avec ma question. Je ne me doute pas. Donc
la vraie question, que je devais poser au départ, c'était: est-ce que ton travail de gravure, d'illustration, au départ, était déjà associé à de la littérature? Donc avant même, je pense, les couvertures ou Mmh. Parfois, c'est vrai que enfin, vu que j'ai toujours, beaucoup aimé lire, aussi bien de l'imaginaire, mais aussi tout ce qui était, mythologie, enfin textes, anciens, ça m'a nourrie, de diverses façons. Hem, Après, c'était peut-être de façon moins littérale, dans le sens où c'était pas forcément de l'illustration, mais par exemple, enfin voilà, j'ai travaillé sur des séries sur le chaos, par exemple, ou la cosmogonie, qui vont puiser dans des mythes, que ce soit babyloniens ou océaniens. Euh, mais, euh, mais voilà, l'association reste assez épisodique, on va dire. d'accord. Alors l'autre question, la deuxième question du chat, c'était, est-ce que tu in non, ça, on l'a posé. Alors, c'est comment s'est passée la rencontre avec Argile pour la Cité diaphane? Alors, sont très standards, j'ai envie de dire, puisque après avoir fini mon roman, je leur ai tout simplement envoyé un mail sur leur boîte de manuscrits, comme tout un chacun, si je puis dire. Et en fait, c'est une maison dont j'avais déjà, enfin, en fait, dont je suivais la création, vu ils ont été créés en 2020. Et d'entrée de jeu, j'ai trouvé que leur démarche autour de créer un contrat éthique entre éditeur et auteur, d'être sur une démarche euh, durable et solidaire avec des livres qui sont imprimés en France, avec un fonctionnement coopératif et collaboratif, je trouvais ça hyper intéressant. Donc ils ont vraiment été dans les tout premiers éditeurs à qui j'ai envoyé mon manuscrit. J'avais vraiment très envie de travailler avec eux et j'ai eu la joie qu'ils me répondent en fait très vite. En quelques semaines, en fait, je crois, j'ai reçu un premier mail au bout de 3 semaines disant qu'ils étaient intéressés parce que le début qu'ils avaient lu et que donc ils allaient me recontacter. Et effectivement, 2 3 semaines plus tard, j'ai eu le oui pour Argile. Et puis à partir de là, on s'est ensuite rencontrés aux Imaginales et puis on a développé une relation auteur-éditeur sur le travail de la Cité diaphane. Et puis après, à travers la collection Récif que j'illustre aussi chez eux. Oula. Merci beaucoup pour ta réponse. Désolée, je ne m'attendais pas à un super message, enfin, un super message, un message super long dans le chat. Donc, on a Bevio qui dit: «Bonjour tout le monde, merci pour ce live. J'aimerais dire à Anouk un grand merci pour ses histoires. J'ai adoré la cité diaphane et j'ai été transportée par l'ambiance et la quête de l'archiviste. On sent bien la poésie et l'influence de Dark Souls et c'était un véritable régal. Merci beaucoup Anouk.» Merci, ça me fait vraiment super plaisir. Je ne sais pas quoi répondre. Alors moi, ça me fait soulever un point auquel je n'aurais jamais pensé parce que je ne joue pas aux jeux vidéo et je connais très peu, enfin Dark Souls, c'est un jeu vidéo, on est d'accord? Ou c'est un animé? Oui, C'est un jeu oui, c'est vidéo? un jeu vidéo, c'est ça. Enfin, c'est même une série de jeux vidéo vu qu'il y en a 3, si je me trompe pas. Et donc tu joues un peu ou beaucoup aux jeux vidéo? Non, en fait, je joue très peu et plus à des vieux jeux en fait, vraiment anciens, parce que je trouve que les jeux récents, il y a trop de il y a trop de commandes et trop de coups à faire et moi je suis pas très douée pour tout ça, donc je passe beaucoup trop de temps à mourir pour que ce soit vraiment un plaisir. Et Dark Souls, c'est un jeu particulièrement dur que j'ai découvert en fait à travers mon compagnon qui y jouait, et j'ai vraiment été complètement fascinée et happée par l'ambiance du jeu, par le fait que en fait il dévoile
pratiquement rien de son univers, mais avec juste les petits indices qui permettent d'attiser la curiosité. Et donc j'ai en fait exploré Dark Souls moins comme un jeu vidéo que comme un univers à travers des vidéos, les textes, toute la littérature que je pouvais trouver en fait sur ce jeu, et en regardant voilà beaucoup de walkthroughs sur internet aussi pour m'immerger de cette atmosphère que je trouvais vraiment fascinante, alors même que le jeu est pas forcément dans mes capacités vidéoludiques qui se sont arrêtées aux années 90-2000 à peu près. Donc, donc du coup, c'est quelque chose que tu as retransmis dans la cité diaphane d'une certaine manière. Oui, Est-ce que tu oui, en peux, fait, c'est une influence majeure, ouais. est-ce que tu peux le pitcher parce que je pense que tu pitcheras toujours mieux que moi. Je peux essayer. Donc la cité diaphane, c'est en fait la cité de Roche-Étoile, qui était plutôt le haut lieu de la religion de la déesse sans visage. Et on découvre cette cité 7 ans après qu'elle ait été frappée par une malédiction qui a en fait tué tous ses habitants à travers un empoisonnement des eaux du lac et des puits. La cité se trouvant sur une île, sur un lac. On va donc suivre la quête de l'archiviste. Les personnages n'ont pas de nom en fait dans la cité diaphane, et donc l'archiviste est envoyé par le royaume voisin pour retrouver finalement les textes, les éventuels témoignages comptant les derniers jours de cette cité. Et son but, c'est de retracer finalement ce qui s'est passé. Et en arrivant dans cette cité morte, il se rend compte qu'il reste quelques habitants en fait qui sont euh, finalement encore ils subsistent là. On ne sait pas trop s'ils sont morts, vivants ou un peu entre les deux. Et donc ça va être tout un jeu d'échange, de témoignages avec ces quelques personnages où on va à travers leur rancœur, leur haine, leur folie, leur désir, en fait retracer le passé de Roche-Étoile et ce qui s'est réellement passé. Ah, ah c'est bon. J'ai entendu tout ce que tu as dit, mais c'est juste que tu as eu un petit lag à la fin et j'avais peur que tu cotes. Mais tout va bien. Non, je suis Alors, toujours là. on a Beviu Beju, je sais pas le prononcer, je suis désolée, qui a dit: «Super merci, j'avais une question d'un point de vue de création. Comment est-ce que tu es arrivé à cette structure en 2 temps sur la cité diaphane? Était-ce un choix difficile de ne pas suivre une structure conventionnelle?» Ah, mais c'est super intéressant. Alors en fait, c'est pas, bah, comme je disais tout à l'heure, c'était pas vraiment un choix puisque j'ai commencé en suivant les pas de mon narrateur au jeu sans savoir où il allait me mener, et puis ça s'est développé progressivement. Et en fait, mon intention de départ, c'était d'écrire une novella, donc un texte, un récit court. C'est un format entre le roman et la nouvelle pour ceux qui connaissent pas. Et en fait, la novella, c'était la première partie de la cité diaphane. Et en fait, cette première partie m'a apporté plein d'autres idées. Et je me suis dit, bah, j'ai pas envie de m'arrêter là. En fait, j'ai envie de continuer ce récit et de le mener plus loin jusqu'à son terme, avec toujours bah, la voix du personnage qui continuait à me guider en fait. Et donc c'est ça qui a créé en fait cette structure binaire avec deux parties qui sont vraiment distinctes. Et évidemment, j'ai quand même retravaillé beaucoup par rapport à la novella de départ pour intégrer cette partie, amener des éléments en amont et que ça fasse un tout cohérent. Mais c'est ça qui a créé vraiment ce basculement en fait central du récit. Eh ben, il y a un léger décalage entre nous et le Twitch et le chat, donc on va attendre pour savoir si ça répond tout à sa question. Euh, m- Moi, ce que je voulais dire, la cité diaphane, ok, merci, très intéressant. Donc, la cité diaphane, euh, on suit effectivement cet archiviste. Est-ce que, enfin, quand tu t'es placé, même en tant que jardinière, est-ce que c'était un volontaire déjà de se mettre en rapport avec les livres, finalement, dans ton livre? Euh, J'essaie de me souvenir, mais je crois que le fait que
Alors déjà j'ai découvert, que c'était l'archiviste, au bout de 3 chapitres, hein, et il me semble que le principe ou le livre, qu'on lit, en fait, est celui dans lequel, l'archiviste écrit et livre son témoignage. C'est venu, un peu plus tard, dans le processus d'écriture, et j'ai retravaillé, le début dans ce sens-là, et ça a beaucoup influencé aussi, la façon dont le récit se déroule dans un second temps. Et c'est du coup, c'est devenu une sorte de mise en abîme littéraire, mais ça s'est vraiment construit au fur et à mesure. Et donc, on a enfin, ce qui est au centre du récit finalement, on a enfin, la ville sert plus de décor. Rochetoile, qui est je trouve dans le résumé, en fait, on parle beaucoup de Rochetoile, mais finalement la ville, c'est vraiment le décor des événements et des personnages qui ont chacun, ce rôle, ce rôle qui leur est attribué au départ, qui est plutôt flou finalement sur, par rapport à la vérité, qu'est-ce qu'ils sont, qui ils sont vraiment. Hem, Est-ce que, et en fait, oui, le point que je voulais soulever, c'est que on se retrouve face à des personnages qui sont seuls, entourés mais seuls. Hem, Mmh. Pourquoi enfin, comment tu en es arrivé à ça et pourquoi enfin, pourquoi ce choix un peu de cet entre-deux? Je sais pas trop comment formuler ma question, je peux réessayer si tu y arrives, si tu vois pas, mais Alors, je vais essayer de répondre, quelque chose, et puis on verra si c'était ça. Alors en fait, déjà, c'est drôle parce qu'en fait, beaucoup de gens ont dit que pour eux, Roche Étoile était vraiment un personnage central, en fait, du récit, dans le sens où, à travers ce vide et tout ce rapport, très, organique qu'on entretient de plus en plus au cours du rapport avec la cité, elle est assez omniprésente, et finalement les personnages sont effectivement écrasés, par sa présence, par son atmosphère, par, le poids de son histoire et des drames, qui s'y sont joués. Heu, Probablement que le fait qu'ils soient assez seuls et assez peu nombreux, c'est lié, d'une part, à l'influence de Dark Souls, justement, où, enfin, on va quand même, évoluer dans des décors, assez, c'est vide, à part les monstres qui nous tapent dessus continuellement, mais où les échanges sont finalement assez restreints, et souvent très étranges, en fait. Et moi, ça me fascinait, en fait, d'écrire quelque chose où les échanges, entre les rares personnages, ouais, dans ce décor grandiose, soient toujours, sur une sorte de fil, en fait, à la limite de la folie, où il y a pas une logique qui est celle des conventions sociales habituelles, en fait. Et ça me paraissait fonctionner seulement si on était vraiment sur une toute petite galerie, où du coup il y a vraiment des interactions, très, très fortes et très directes entre les quelques personnages, qui permettent aussi de percer à quelles sont, les causes finalement de leur folie ou de leur chute. alors Si en j'ai fait, répondu à ta question, du coup. oui, tu as répondu à ma question et hem, alors attends, je vais répondre à Bévieux d'abord et après je te réponds à toi. Si ça Alors Bévieux a une question qui révèle un peu l'histoire, est-ce que c'est grave? Ça dépend à quel point ça la révèle, en fait. Est-ce que c'est un gros spoiler ou pas? Sinon tu peux poser ta question en message privé sur l'Instagram de Chimera et je vois et je te redis. Pour répondre à toi, Anouk, Oui. hem, moi je pense aussi que j'ai pas considéré la ville. En fait, je pense que j'ai pas la pression qu'ils ont ressentie, je l'ai pas associée à la ville et je pense Mmh. que c'est pour ça que je l'ai pas vu comme un personnage. Mais c'est vrai que, enfin, maintenant que tu le dis, je comprends aussi pourquoi les gens ont vu ça. Alors, Bévieux dit que sa question est liée au démon et à une relation entre 2 personnages. Est-ce que pour toi ça spoil trop? C'est à toi de dire. Heu,
je vois en fait, je vois plein de choses que ça pourrait concerner. Donc il y en a certaines qui sont pas trop spoil et certaines qui sont pas mal spoil. Donc je sais pas exactement. Euh, Bah, sinon, tu poses ta question et si ça spoil, on la supprimera. Oui, on peut faire ça de manière subtile et j'essaierai de répondre de manière subtile aussi. C'est exactement ce que Bévu vient de dire. Voilà. Mm. Mais Bévu avait une autre question avant celle-là. C'est est-ce que tu as considéré Roche Étoile d'une manière symbolique, vu que la cité évolue en général en même temps que les personnages? C'est-à-dire d'une manière symbolique. Je suis pas sûre de comprendre le sens de la question en fait. Euh, Bah, on va lui laisser le temps de poser ouais, ses questions et on revient juste après dans le chat. ça Euh, marche. Moi, j'avais vu que son roman, il avait deux, enfin, pas que ça, mais qu'il y avait deux thèmes vraiment prépondérants qui sont donc il y a le pouvoir, la recherche de pouvoir, et Mhm. aussi la religion. Est-ce que c'est un choix conscient ou est-ce que c'est venu comme ça déjà? Alors c'est venu comme ça en fait, plus à travers au départ une esthétique qui était très religieuse pour renforcer le côté onirique. Et en fait, mon intention n'était pas tellement de parler de religion en soi, mais à travers le personnage principal, finalement, ce qui vient, euh, c'est finalement le thème de l'hubris et enfin de une sorte de quête de transcendance, d'accession à un état supérieur, à une connaissance supérieure qui passe à travers, à travers la religion dans son cas, mais qui est en fait une recherche de supériorité et de connaissance que certaines personnes peuvent chercher aussi bien à travers la science ou à travers la politique. On va dire que l'angle du personnage principal, c'est la religion, mais c'est plutôt voilà, cet orgueil, cette recherche transcendantale de la connaissance qui finalement va se heurter aux limites de la chair des limites de l'humanité finalement d'une certaine façon et aux limites de son propre orgueil. Et que tout n'est pas forcément bon à savoir aussi finalement. Oui, bah oui, parce qu'on peut être très déçu de certaines révélations qu'on s'imaginait grandioses, effectivement. Alors, on, on a Bézieux qui a rédigé par rapport à Vanor et Mhm. son protégé. Est-ce que tu as construit leur arc narratif de manière conjointe ou bien tu as remarqué au fur et à mesure du temps qu'ils avaient des atomes crochus entre guillemets et tu as donc plus voulu pousser leur relation à eux qu'une autre? Euh, Alors, ça va être toujours un peu la même réponse, désolée. Mais comme j'ai pas vraiment construit d'arc narratif, je me suis vraiment laissée porter par la voix du personnage narrateur. C'est effectivement ça c'est. En fait, ça s'est un peu fait naturellement. En fait, j'ai senti à partir du moment où le deuxième personnage, qui est donc le protégé de Vanor, apparaît, qu'il y avait vraiment cette alchimie très forte entre les deux personnages qui s'est développée en fait avec le temps. Et en fait, oui, c'est devenu un élément vraiment central, particulièrement dans la deuxième partie, et qu'après j'ai réintégré dans la première. Non. Euh, alors moi je vais attendre la réponse de Bévu parce que après je voulais passer sur AATA pour qu'on ait le temps de tout faire. Je vais lire une question du chat. Ah, alors attends, je vais lire l'autre question du chat après. Bévieux, ok, merci beaucoup. En fait, les émotions que tu as eues durant ton processus d'écriture ont influencé l'histoire aussi au final. Oui, c'est ça, en fait, c'est ça, c'est un peu difficile à expliquer en fait parce que c'est un processus créatif assez
assez intime finalement, dans le sens où je vais vraiment, enfin, il va y avoir une espèce de rythme de la voix du texte qui va me porter, et ça va effectivement nourrir mes émotions, mon imaginaire, et c'est difficile de dire qu'est-ce qui découle de quoi, mais oui, effectivement, en fait, mais on peut dire que c'est les émotions que m'inspirait l'écriture qui ont influencé l'histoire, oui, tout à fait. Et donc, autre dernière question, je pense, sur la cité diaphane, et après on passera sur AATA. Merci, DBView. Tu as cité Dark Souls, mais est-ce que d'autres œuvres dans la même ambiance ont aussi servi de source d'inspiration? Je pense à Berserk ou Salt and Sanctuary, par exemple. J'ai fait un super accent anglais. Alors, bah, j'ai vu pas mal de gens citer Berserk, mais alors moi, j'ai jamais lu en fait, et Salt et Sanctuary, je connais pas du tout. Donc c'est pas des inspirations. En revanche, il y a effectivement d'autres inspirations que Dark Souls. Euh, Par exemple, le roman. En fait, une des inspirations premières, c'est aussi le roman gothique du 19, enfin, dans le sens 19e siècle en fait. Donc Frankenstein, Dracula, et plus particulièrement le moine de Matthew Lewis, pardon. Où le principe, voilà, c'est justement d'avoir enfin, des décors très grandioses, très atmosphériques, des personnages qui vont être vraiment presque soumis à leurs émotions les plus violentes, les plus noires, et aussi ce principe du récit à tiroir qui revient presque systématiquement dans le roman gothique, où à un moment le récit principal va s'interrompre, un autre personnage va raconter son propre récit pendant des pages et des pages, et il y a ce principe de mise en abîme et de témoignage dans le témoignage que je trouvais vraiment inspirant. Donc ça, c'est une autre inspiration. Puis après, des inspirations visuelles et atmosphériques, parce qu'au moment où j'ai commencé à écrire La Cité diaphane, j'étais en hiver en Auvergne, en fait, dans la montagne, et bah, tous ces paysages de montagne, les atmosphères qu'il faut y avoir, ça a aussi participé à m'inspirer, le conte médiéval, enfin voilà, plein de choses comme ça. Eh ben, merci pour tes réponses. On va passer un peu sur AATA et la suite, mais si vous avez encore des questions sur la cité des diaphanes ou sur des questions plus générales, n'hésitez pas à les poser quand même. On pourra toujours les poser bah, soit à la fin, soit si ça se relie à d'autres thèmes. Il n'y a pas de souci. Et merci pour tes questions très pertinentes, BJU. Je te lis son commentaire, pas de souci. Enfin, Flav l'a remercié pour ses questions. Et Béju a répondu: pas de souci, Flavox. La Cité diaphane a été une grande lecture coup de cœur. Donc, quand j'ai vu le live, j'étais aux anges. Voilà. Bah, merci beaucoup. Donc, ATA, peut-être qu'on peut commencer par un pitch euh, sur ce nouveau roman. Oui, on va essayer. Bah, du coup, on peut déjà dire que c'est vraiment des inspirations et des atmosphères très différentes de la cité diaphane. Puisque, comme je disais au début, je suis originaire de Nouvelle-Calédonie, et donc là, dans ATA, je repuise dans mon imaginaire d'enfance lié à la Nouvelle-Calédonie, à l'Océanie, à l'océan Pacifique en fait, et au mythe aussi de cette région. Et donc ATA, c'est en fait le nom du personnage principal qui est un navigateur. On se trouve dans un monde qui s'appelle la nuée, qui est un univers très chaotique où en fait le ciel et l'océan se mélangent. En fait, les océans sont suspendus dans les airs par des marées extrêmement puissantes, influencées par différents corps célestes. Et donc, on est sur des océans flottants en fait qui vont se répartir en strates plus ou moins profondes vers le cœur du monde. Et donc, naviguer dans cet environnement, c'est évidemment très dangereux et très délicat. Les rares espaces sereins en fait et sécurisés en fait de cet univers, ce sont les îles qui sont en fait des énormes animaux, donc des créatures vivantes avec lesquelles certains humains qu'on appelle les insulaires ont développé une relation de symbiose à travers un organe qui s'appelle le filament.
et cet organe leur permet en fait de se protéger d'une toxine très puissante que génèrent les îles et donc d'y vivre et d'être protégés en fait par ces grands animaux des dangers de l'instabilité de la nuée. Et donc le personnage principal, Aatea, est né dans une de ces sociétés insulaires, sauf que étant né en mer, il n'a pas pu obtenir le filament d'une des îles et il n'est donc pas protégé de la toxine et ne peut pas poser le pied sur ces îles et y vivre. Donc il est condamné à vivre à la marge sur les ponts flottants des ports qui entourent les îles. Et il appartient donc de facto à la caste la plus basse, qui est la caste des serviteurs, vu qu'on est dans une société avec des castes très rigides en fait et très cruelles en fait. Et donc Aatea vit pour naviguer. Il possède une capacité qui s'appelle l'onception, qui lui permet en fait de ressentir les vibrations des océans, des marées, des roches, des récifs, et donc de s'orienter et de déjouer la plupart des pièges de la nuée. Mais un jour, le vaisseau qu'il dirige est confronté à une attaque de pirates. Il n'est pas en mesure de sauver ses passagers et en punition, il perd le droit de naviguer. Comme toute sa vie dépend de la navigation, il choisit alors de déserter et en fait part seul dans la nuée avec le but en fait d'explorer tous ces recoins les plus mystérieux en étant en fait inspiré par les récits de voyage de sa grand-mère qui était une exploratrice et une navigatrice renommée. Donc voilà, c'est l'histoire de départ et à partir de là, il va rencontrer de nombreuses sociétés, de nombreuses personnes qui vont tisser des liens et changer son rapport aux choses dans ce monde très instable. Bah, merci pour ce super pitch qui est très complet et qui nous donne un bon aperçu de l'univers que tu as créé. Euh, alors, c'est un roman que tu as écrit en temps limité. Tu as dit que tu avais déjà la date de sortie avant qu'il commence. Est-ce que ça t'a changé des choses dans ta manière d'écrire, dans ta manière, dans tes habitudes d'écriture ou pas? Alors, je n'avais pas la date de sortie avant qu'il commence. Ça s'est fait en cours de route. En fait, peu après la sortie de La Cité diaphane, donc j'ai commencé à écrire ce roman. Et, euh, et assez vite, en fait, j'en ai montré le début à mon éditeur, donc Simon Pinel, des éditions Argile, qui m'a en fait accompagnée dans mes avancées et soutenue dans mes avancées sans chercher à m'influencer ou à modifier des choses dans le récit. C'était vraiment plus une écoute et un accompagnement bienveillant qui m'a permis aussi de pouvoir échanger, structurer ma pensée sur ce que je voulais pour ce récit. Et puis, ayant déjà publié un roman, je me sentais plus légitime aussi à accorder du temps à l'écriture, ce qui m'a permis d'avancer plus vite que sur La Cité diaphane. Et en fait, voilà, après avoir déjà pas mal avancé ce récit, j'en ai peut-être écrit la moitié. Donc Simon et Xavier, les deux éditeurs d'Argile, m'ont proposé en fait de le publier et on a défini une date de publication pour janvier 2025, donc maintenant. Voilà. Après, en fait, est-ce que ça a influencé ma façon d'écrire? Oui et non, dans le sens où je pense que ça m'a aidé à plus me discipliner à écrire régulièrement, à maintenir le fil, et le fait de me sentir accompagnée, ça a facilité beaucoup le processus en fait, mais c'était pas forcément un stress dans le sens où j'étais obligée d'écrire vite, beaucoup, parce que le temps était quand même suffisamment large. Euh, je vais revenir, enfin, revenons un peu plus sur l'univers d'Aatea. Mhm. Euh, que Bévu a dit, ça donne envie, j'ai prévu de lire Aatea aussi. Euh, D'où vient l'idée de l'océan un peu à strates?
Alors ça vient, vraiment des mythes, océaniens et notamment les mythes polynésiens et surtout, les mythes, de création du monde où, il y a l'idée que, au départ le monde est créé par le dieu Taaroa. Donc c'est enfin, le sujet de mon premier livre en fait en accordéon publié aux éditions Apéron et mais le monde qu'a créé Taaroa en fait il est désordonné. Par exemple, la lune flotte dans la mer aussi bien que dans le ciel. Enfin, les choses sont pas placées à leur place avec la mer en bas, le ciel en haut. Tout est un peu mélangé et confus. Et c'est d'autres générations de dieux qui viennent après Taaroa qui vont en fait mettre de l'ordre dans la création en définissant la trajectoire du soleil, en plaçant les îles, en plaçant le ciel. Et moi, j'aimais beaucoup et je trouve vraiment fascinant cette idée d'un monde où toutes les choses existent déjà, mais en fait, elles sont pas à leur place. Et c'est à partir de là qu'est venue cette idée. D'accord. Et donc il y a les choses ne sont pas à leur place, mais il y a une communication, qui s'établit. Donc aussi, enfin entre ces différents enfin les créatures qui peuplent, ton monde, du coup. Oui. Heu et heu et donc on a le lien qui va se créer, avec les filaments, notamment entre les îles et les humains. Mhm. Mais en plus de ce lien, on a quand même un concept, qui est l'onception, qui Oui. est même sans filament, des personnes peuvent concevoir comme à terre. Oui. Comment, est-ce que tu as créé ce concept, ou est-ce que ça vient aussi de mythes ou? Alors l'onception, ça vient plutôt de ma fascination pour les cachalots, que, que je trouve sont des animaux extraordinaires et qui ont en fait ouais, cette tête énorme en fait qui leur permet d'avoir une sorte de sonar en fait et donc d'utiliser l'écolocalisation dans les profondeurs notamment ou pour se repérer les uns par rapport aux autres et en fait l'onception c'est une forme euh, d'écolocalisation adaptée au corps humain finalement. Et ça, en fait, j'ai construit le mot sur la racine de onde et percevoir. Donc, c'est percevoir les ondes, tout simplement. Et voilà, enfin, en fait, une onde, donc une vibration, elle va être modifiée selon si elle traverse de la roche, de l'eau, une forêt, voilà. Et en fait, les navigateurs qui sont dotés de l'onception, ils arrivent à reconnaître les différences d'ondes selon ce qu'elles traversent et donc à se représenter une carte mentale de leur environnement. C'est un peu ça l'idée de départ. Ce qui doit être, épuisant aussi à la longue, sur le bateau pour, les navigateurs. Bah, en fait, c'est pas en fait juste un don naturel. Enfin, en fait, on a ou pas la capacité de le faire, mais c'est surtout un très long entraînement pour apprendre en fait à filtrer les données pertinentes et savoir comment l'utiliser. Sachant que voilà, dans ce monde-là, on peut pas utiliser de radar, on n'a pas de GPS, on n'a pas de satellite, et même naviguer aux étoiles ou avec des boussoles, c'est compliqué vu qu'il n'y a pas vraiment de notion de haut, de bas, que les points cardinaux, évoluent tout le temps. L'onception, c'est la seule façon de naviguer dans cet univers. Et donc cet univers, il est réparti, donc il y a les îles avec, les Iliens et chaque île, enfin sur chacune des îles, on a déjà des nobles, des personnes, non nobles et on a encore, des personnes, considérées presque comme des esclaves Mhm. et il y a une hiérarchie entre les îles. C'est bien ça? Oui, 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 tout à fait. Alors c'est pas beaucoup exploré dans le roman, mais en fait, au tout début du roman, dans le prologue, en fait, on assiste à la naissance d'une île et l'idée qui revient ensuite, c'est que les îles qui sont les plus récentes, donc dont les peuples sont finalement les moins établis, sont en infériorité par rapport aux peuples des îles très anciennes qui sont voilà, très nombreuses, très puissantes. Mais comme finalement on va suivre tout à travers le prisme d'ATA, j'ai pas forcément le temps de creuser beaucoup cet aspect. Oui, bien sûr. Mais même au sein d'une île,
enfin, même si Atea, part quand même assez rapidement, je voulais m'attarder un peu sur le fonctionnement des îles. Hem, Parce que, enfin, pourquoi, déjà mettre un système de caste aussi, restrictif? Et enfin, comment ça t'est venu? Et parce qu'on peut se dire que, enfin, je trouve que c'est un système qui a l'air hyper travaillé pour, quelque chose qu'on voit très peu. On le voit peu de façon directe, mais en fait, on voit son influence sur le personnage d'Alatea à travers Oui. tout le roman, en fait, sur comment ça structure sa pensée, comment en fait le rapport de soumission, d'infériorité est ancré en lui et comment ça impacte ses réactions. En fait, c'est une façon. Enfin, le récit revient en fait beaucoup sur des situations de discrimination. La première passe à travers les castes. Ensuite, quand il voyage dans d'autres sociétés, il se rend compte qu'il y a d'autres rapports de domination et de discrimination qui s'instaurent, qui sont basés sur d'autres critères tout aussi abstraits. Et c'est une façon de montrer que finalement la discrimination est toujours basée sur des critères abstraits. En fait, il n'y a pas de critères naturels de discrimination. Ça va changer selon des codes sociaux. Et en fait, le voyage d'Alatea le fait constamment se heurter à ses codes et ses constructions sociales et se construire un nouveau rapport au monde et à la nature et aux sociétés. C'est un roman avec, enfin, un personnage avec lequel on peut évoluer aussi, nous, lecteurs. Complètement, et qui évolue énormément en fait. Hem, alors, j'ai des super sources et du coup, j'avais une question, comment est-ce que tu as vécu ton expérience de résidence d'écriture dans le Phare en 2023? Ah, effectivement, des super sources. Oui, c'était donc en fait, je reprécise pour les gens qui sont moins bien renseignés. À l'hiver 2023-2024, donc en fait de novembre à février à peu près, j'étais sur l'île d'Ouessant au sémaphore du Créache, donc juste à côté du phare du Créache, donc toute seule face à l'Atlantique et face à la mer, et donc j'ai écrit le dernier tiers d'Aatea là-bas. Alors comment je l'ai vécu? Extrêmement bien. Enfin, c'était vraiment le but de cette résidence, en fait, c'est de se retrouver en solution presque d'ermitage, en tout cas de grande solitude, pour pouvoir se concentrer à son écriture, à sa créativité. Et c'était vraiment très précieux d'être à Ouessant en hiver, au moment où l'île, qui est en général très touristique, n'abrite qu'en fait que ses habitants à l'année, et aussi où on est vraiment confronté à toute la puissance de l'océan, de la nature, avec puis il y a eu je crois 8 tempêtes pendant que j'étais là, et moi comme j'étais dans un bâtiment de marine, j'étais évidemment très exposée à ces éléments, à cette puissance. Donc ça a beaucoup nourri en fait mon écriture, mes descriptions de la nuée, mon rapport à cet océan qui était différent de celui que j'avais entretenu avec l'océan Pacifique quand j'étais enfant. Et surtout, en général, je peux pas me consacrer exclusivement à l'écriture comme j'ai pu le faire là-bas. Donc ça aussi, c'était vraiment très précieux. Alors, est-ce que tu peux rester, jusqu'à 30 ou pas, environ? Ou est-ce que tu as des impératifs? Oui. Bon, Non, je peux rester jusqu'à 30. parce que sinon je me disais qu'il y avait un sujet qui allait sauter. Pas de problème. Hem, donc on vous invite à lire Atea, qui est bien sûr présent dans toutes les bonnes librairies, comme La Cité diaphane ou La demeure des Mahorel, duquel on va parler. Hem, mais s'il n'est pas présent, vous pouvez le commander, le livre, n'oubliez pas. Toujours dans votre Absolument. librairie. Oui. La demeure des Mahorel. Donc on reste dans la mer. Oui. Cette fois, C'est vrai que la demeure des Maurel est sortie en novembre et Aatea en janvier, et les deux sont des romans d'océan. hem, La demeure des Mahorel, c'est un projet au long cours. Ça fait longtemps, qu'il est là.
Oui, bah, juste pour, repréciser rapidement, donc c'est La Demeure des Marais, c'est pas un roman que moi j'ai écrit, c'est un roman, de Siècle Vaelban, que vous connaissez peut-être pour, Plein ciel, publié chez Big Bang et pour, L'Étoile du soir qui est un roman jeunesse paru chez Albin Michel. Et en fait, moi j'ai réalisé les illustrations de ce projet. C'est en fait un roman illustré, vraiment au sens le plus poussé du terme, dans le sens où il y a 50 illustrations couleurs qui accompagnent le récit, et on a vraiment travaillé avec Siècle une intégration très forte en fait entre l'image et le texte, avec également des jeux typographiques, des jeux de composition dans la page pour faire interagir texte et image. Et donc effectivement, c'est un projet qu'on travaille ensemble depuis de longues années. Est-ce que je continue à développer ou est-ce que tu veux... On va faire un retour en arrière. Parce que D'accord, comme tu as dit que tu restais jusqu'à 30, je vais reposer une question sur ATA de Bézieux. d'accord, très bien, pas de problème. Mais peut-être qu'au montage, on intervertira, comme ça on mettra tout à ATA d'un côté et tous les Maorel de l'autre. Ça Donc, marche. Bézieux dit, c'est super, tu fais des descriptions basées sur ton expérience, donc de ton enfance dans ATA et de ce que tu as vécu sur l'île d'Ouessant. Est-ce que tu viens puiser dans d'autres choses pour faire tes descriptions? Cherches-tu à te concentrer sur un sens particulier, une intention, ou bien tu te laisses simplement porter par le courant? La métaphore. Euh, hmm, Chose dans cette question. Euh, je pense que oui, en fait, enfin, au-delà des paysages de mon enfance en Nouvelle-Calédonie ou d'Ouessant, ce que j'essaie plus de retranscrire les impressions que m'ont fait ressentir ces paysages ou les moments que j'ai vécu là-bas. Et enfin voilà, pour Ouessant, ce qui était très puissant, c'était vraiment cette rencontre entre la roche et l'eau, en fait, entre la puissance brute de l'océan, ces falaises presque nues en hiver, et puis moi, voilà, qui était finalement dans mon sémaphore, qui tremblait dans la tempête, où je pouvais ressentir toute cette puissance du vent, enfin en fait de tous ces éléments qui interagissent ensemble, en fait, à la fois l'océan, le vent, la roche, et c'est plus en fait cette puissance brute, en fait, finalement élémentaire, que j'essaie de rendre à travers les descriptions, en les rendant parfois presque abstraites, en fait, où on situe plus forcément les éléments les uns par rapport aux autres, et c'est très cohérent par rapport à la nuée où tout est sans dessus dessous. Et, euh, et pareil, en fait, mon rapport à la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi voilà cette grande familiarité, et en même temps le rapport à une nature qui est qui est encore très intouchée, en fait. Je pense notamment aux forêts primaires, aux montagnes et aux maquis du sud. Moi, je suis du sud de la Grande Terre. Et voilà, en fait, j'essaie vraiment de rendre toutes ces impressions, ces sensations qui ont nourri mon imaginaire, en fait, à travers ces descriptions. Donc, on repasse cette fois sur les Maorel. Euh, un long projet. Alors, on- à la rencontre que tu avais faite à la librairie Majo, qu'on embrasse, Oui. tu avais dit que tu avais voulu attendre pour ce projet parce que bah, je sais plus si tu n'avais pas le temps ou tu considérais que tu n'avais pas encore le niveau pour ça. Est-ce que tu es contente déjà du résultat? Alors oui, et je suis contente d'avoir attendu. En fait, oui, ce que j'expliquais à la librairie Majo, et ce que je vais réexpliquer rapidement, c'est qu'en fait, on s'est rencontrés avec Siècle, je crois, en 2015-2016. Alors, je n'ai pas une mémoire fabuleuse des dates, donc c'est peut-être un peu imprécis, mais en gros, c'était dans ces eaux-là. Et on a commencé assez vite à discuter du fait de faire ce projet ensemble. Mais moi, j'étais dans une période d'évolution artistique, en fait, où je sentais qu'il y avait beaucoup de choses qui se mettaient en place, mais qui n'étaient pas encore tout à fait calées. Et je me sentais pas encore à la hauteur de faire un projet comme ça. Donc, j'en ai parlé à Siècle, qui a accepté, en fait,
me confier le projet et de me laisser en fait prendre mon temps pour me développer artistiquement. Et c'est finalement en 2019 qu'on a recommencé à travailler dessus, que j'ai commencé à faire un. En fait, on s'est retrouvés pour faire un premier travail de composition, d'interaction texte-image sur son texte, de choisir quel moment était pertinent à illustrer, quel moment au contraire il valait mieux le texte s'exprimer seul. Et j'ai fait une première version illustrée du début en 2020 avec le but de faire en fait un dossier de présentation à des éditeurs que notre agente Roxane Edouard pourrait en fait présenter à divers éditeurs, sachant que placer un projet avec un roman de 300 pages avec 50 illustrations en couleur, tout un travail de mise en page, c'est pas quelque chose qui est facile à trouver éditorialement parlant. Et donc ça a mis pas mal de temps en fait, avec des moments où il n'y avait pas de recherche, des moments de recherche plus active, jusqu'à ce que finalement on découvre le Lotus et l'éléphant, qui est la maison qui publie en fait La demeure d'Emma Aurel, qui n'existait pas d'ailleurs au moment où on a commencé les recherches. Et voilà, il y a eu une harmonie, une compréhension qui s'est faite autour de ce projet-là, qui a pu se réaliser. Et j'ai finalement recommencé tout le travail d'illustration donc l'année dernière, en 2024, parce que entre-temps, par rapport à la première version de 2020-2021 que j'avais faite pour le dossier, j'avais encore évolué. Et oui, je suis vraiment contente de ce que j'ai pu exprimer, avec un travail qui est plus proche de la peinture que du dessin, donc assez différent de ce que je fais d'habitude, et qui vraiment cherche à laisser la part belle au travail de lumière, de transparence, de couleur. Donc c'était vraiment une expérience assez enrichissante, et surtout de pouvoir aussi développer tout un univers, encore un univers d'eau très mouvant dans une telle ampleur en fait d'illustration. Et puis, enfin, moi je trouve les illustrations, elles viennent aussi, elles, elles discutent avec le récit. Donc ça apporte une nouvelle immersion en fait dans ce roman qui est un roman graphique, un conte philosophique qui est un peu entre plusieurs genres et qui est assez touchant quand même. Donc Oui, c'est un texte magnifique, hein. Et c'est vrai que, enfin, le texte de Siècle, par sa dimension, voilà, de conte, de récit croisé, enfin, on pourrait dire qu'il se suffit à lui-même. En fait, moi, mon but, c'était pas euh, de redire des choses que le texte dise déjà, mais plutôt de voir comment, à travers l'illustration, je pouvais on va dire apporter soit un regard, soit souligner en fait le propos, le renforcer, ou au contraire développer des aspects qui n'étaient pas pertinents à développer dans le texte. Je pense, en fait, dans le roman de Siècle, il y a deux peuples principaux, donc il y a les Ondéens, les écumiers, pardon, et les éoliens, et donc les éoliens vivent dans des dirigeables dans le ciel, et les écumiers vivent sur des radeaux sur l'océan. Et on a des descriptions à travers le récit de Siècle des coutumes, des actions quotidiennes de ces peuples. Mais moi, mon travail d'illustration a apporté la dimension plus de leur aspect visuel, par exemple de leurs costumes, les costumes et l'aspect architectural du monde des écumiers est très différent de celui des éoliens. Voilà, c'est en fait entrer dans les creux du récit et apporter cette dimension illustrée. et puis tu parles de la dimension architecturale qui est différente, mais même juste ne mettre que Rennes et Venise l'un en face de l'autre, c'est on a enfin c'est pas qu'une impression, mais on voit qu'ils ne viennent pas du même monde. Ils Oui, habitent la complètement. même ils habitent la même planète, mais ils ne viennent pas du même monde. Donc Oui, oui, absolument. Il fallait et en plus, c'est des personnages qui sont très jeunes, mais en même temps très intenses. Et, euh, et donner ça sur des visages très lisses en fait d'enfants, c'était pas une mince affaire, surtout de les tenir sur un tel nombre d'illustrations aussi. oui, et puis sont des enfants.
par l'âge, mais en fait, dans ce monde, où beaucoup de choses arrivent tôt, finalement. Mmh. Parce que, Oui, les c'est les ça. ch f pardon, je Non, non, vas-y, vas-y. non, je disais, je voulais dire il y a le choix, des talents, des noms, enfin, c'est pas des carrières, mais en quelque sorte, si, ils choisissent, très tôt dans l'enfance, ils ont des choix qui vont régir toute leur vie. Donc, Oui, oui, absolument. En fait, c'est vrai que c'est un monde, assez dur, hein, où on meurt, très jeune et en fait, on est considéré, adulte, très jeune, en fait, vu que la majorité, en fait, a 13 ans, si je me souviens bien, et les personnages en fait, on les suit entre l'âge de 10 ans et de 10 à 13 ans à peu près, avec des récits entrecroisés. Donc, en fait, ils sont pour leur monde à la bascule en fait entre l'enfance et l'âge adulte, avec déjà des responsabilités qui sont énormes. Mais pour notre monde, ils nous paraissent évidemment tragiquement jeunes par rapport aux épreuves qu'ils traversent. mmh, hem, je te propose qu'on s'arrête là pour, tout ce qui est, ben, la demeure de Maurel et tes écrits et qu'on passe après, plus sur la partie illustrée. Est-ce que Mmh. est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu aborder et dont on n'a pas parlé sur cette partie-là? Ou est-ce que Là comme ça, je saurais pas dire. Je pense qu'on a été quand même assez complète sur le sujet. après il y a bien sûr bien d'autres choses à dire, mais Mmh. on vous invite à lire, les romans et à aller on peut te voir en salon, toi, de toute façon, on en reparle à la Oui. fin du live, Mmh. mais ou même, Oui, oui, c'est ça, je oui, vais être en même le à la fin salon, aussi. Pardon. non, je disais, je vais être dans pas mal de salons au printemps et puis là, je suis à la Dimension Fantastique le fin samedi à 16h pour le lancement d'AATA et puis après, bah, c'est aussi possible de me suivre sur les réseaux sociaux et d'interagir avec moi. J'essaie de toujours répondre quand on m'écrit et qu'on me pose des questions sur Instagram notamment. On refera un rappel de ces salons après, à la fin. Hem, je propose qu'on conclue, enfin qu'on presque conclue cette partie. Alors, il y a Bévu qui avait écrit un message en réponse à sa question de tout à l'heure et que j'ai pas eu l'occasion de lire, qui a dit: «Merci, c'est très inspirant. Étant moi-même attachée à la nature, je suis végane. T'entendre en parler fait l'effet d'un retour aux sources». Et ben, merci beaucoup. C'est enfin, effectivement un peu mon intention de voilà d'être sur euh, un rapport assez frontal à la nature, donc retour aux sources colle plutôt bien. Comment tu alors, c'est une aparté, mais comment tu gères, tous ces retours, sur tes romans, sur ton travail, qui m'ont l'air quand même plutôt positifs? C'est l'idée que je Euh, Oui, bah oui, oui, j'ai beaucoup de chance dans le sens où, enfin, la Cité Diaphane a été globalement très bien reçue, avec enfin beaucoup de beaux échanges. Et puis AATA commence en tout cas tout juste son chemin, mais avec déjà vraiment des retours très émouvants. Euh, comment je gère ça? Alors évidemment, chaque fois que je les lis, ça me fait extrêmement plaisir. Après, bah, sauf au début, voilà, au moment de la sortie, mais le reste du temps, j'essaie de pas être dans un rapport de trac où je vais chercher tous les commentaires, tout ce qui a été dit, parce que évidemment, quand on fait ça, on tombe aussi sur des choses négatives. Et ça m'arrive de lire des retours négatifs, mais j'essaie de pas trop m'y attarder. Dans le sens où en fait, voilà, une fois que j'ai fait un récit, bah, il est ce qu'il est et puis, je sais que, heu, il pourra jamais être, reçu, de la même manière par tous et c'est aussi à ça qu'on s'engage quand on écrit, en fait. Donc voilà, en fait, je retiens un regard de, voilà, un rapport de grande reconnaissance en fait pour tous les gens qui prennent le temps de lire mon travail, de me contacter, d'échanger avec moi parce que c'est vraiment extrêmement nourrissant sur le plan émotionnel et très précieux. Et en même temps, bah, de maintenir une certaine distance raisonnable dans le fait que je cherche pas à être dépendante de ça ou impactée par ça quand je fais des choix artistiques, par exemple quand j'écris bah, mon prochain roman ou que je travaille sur autre chose.
Ben, l'essentiel, c'est que toi, tu le vives bien, globalement, pour tes retours. Oui, oui, ça va, globalement, je le vis assez bien. Alors, donc tes illustrations de couverture, je voulais juste rappeler avant de changer le setup que, c'est toi qui as fait la couverture de La Cité diaphane, en poche? Oui, alors la version poche, oui, parce que la version grand format et Non, celle de la théâtre, c'est Xavier Colette, donc oui. qui a Donc fait un travail magnifique. donc la poche, c'est toi qui l'as faite, à ton initiative ou, je change de scène en même temps? Ça marche. Oui, enfin, à mon initiative, pas vraiment en fait quand j'y pense parce que, enfin moi je voulais pas du tout être, enfin évidemment j'espérais, qu'on me propose de la faire, mais je voulais pas être intrusive dans le processus éditorial de Pocket. Vu que je me disais, bah, ils peuvent aussi estimer que c'est plus pertinent, d'avoir, tel illustrateur, qui ferait un travail en complémentarité avec la première couverture du grand format. Et en fait, c'est Charlotte Volper, qui est donc la directrice éditoriale de Pocket Imaginaire, qui m'a proposé directement de faire la couverture. Et donc, j'en étais ravie. Et à partir de là, j'ai été assez libre de mes choix de composition, en revanche. Eh ben, en tout cas, elle est très, très belle. Merci Enfin, beaucoup. donc la collection Récif, encore des couvertures, mais pas si Oui, loin. Tu es la directrice artistique, de la collection Récif. Donc, oui, c'est ça. tu as réalisé toutes les couvertures qui sont parues et toutes les couvertures, qui vont paraître aussi. Mhm. On a été, on a été radin, on a mis que les couvertures parues. Ouais. Il y en a, oui, il y en a. Il y en a Là, il y en 2 a autres. 3 qui défilent et en fait, j'en ai réalisé déjà 8 à l'heure actuelle. Donc, et nous, on en avait 5, mais on s'est dit qu'on allait en mettre 3 et on voit bien la fresque aussi sur les 3. Ce Mm. qui va m'amener à, enfin, la première question, basiquement, c'est, comment tu es devenue, la directrice graphique de Récif? Alors, si mes souvenirs sont bons, ça a commencé pendant les Imaginales 2022, donc avant que La Cité diaphane soit sortie, où c'était aussi la première fois où je rencontrais donc Xavier Dolo et Simon Pinel, les éditeurs d'Argile, et le reste de l'équipe des éditions Argile. Et en fait, le courant est vraiment très bien passé. Ils connaissaient déjà mon travail d'illustratrice, vu que j'avais déjà fait plusieurs couvertures. Et en fait, ils m'ont proposé assez vite, enfin, ils étaient dans ce projet-là de lancer une collection de novellas. Et ils m'ont proposé tout simplement de créer en fait l'identité graphique de cette collection. Et faut savoir qu'en fait, j'aime énormément les novellas. C'est un, un format littéraire que je trouve extrêmement intéressant parce que sa brièveté, mais en même temps, c'est plus long qu'une nouvelle, permet à la fois d'explorer des choses qui sont assez audacieuses littérairement, qui seraient parfois assez imbuvables en roman parce que trop complexes ou trop étranges, et en même temps de leur donner une ampleur plus importante que dans une nouvelle. Donc j'en lis vraiment beaucoup, que ce soit la collection Une heure de lumière, que ce soit aux éditions 1115 ou chez La Talente ou au Passager clandestin. Voilà, c'était un genre qui se développait déjà en France, qui était encore assez connoté science-fiction. Et j'aimais bien l'angle qu'apportait Argile d'une part, explorer aussi bien des textes de science-fiction que de fantasy, que d'horreur, que de fantastique, et à travers le regard de plumes féminines et du monde entier, en fait. Vu qu'on commence avec Mu Ming, qui est une autrice chinoise, on a Margaret Quillon qui est américaine, on va avoir des autrices malaisiennes, indiennes, qui arrivent, des autrices francophones et françaises évidemment. Et donc je trouvais que c'était vraiment intéressant d'avoir cette diversité de voix en fait. Donc j'ai accepté tout de suite. Et après au niveau, du travail, enfin déjà, est-ce que quand tu es directrice, artistique, donc sur la collection, ça consiste en quoi en fait? Est-ce que c'est toi qui définis, la typo du titre? Est-ce que c'est toi ou est-ce que
Enfin, qu'est-ce que tu fais? Oui, en fait, j'ai vraiment défini, l'intégralité de l'identité graphique, enfin de l'identité visuelle, extérieure. Donc effectivement, le placement, du titre, le choix des typographies, enfin en fait tout ce qui va créer la cohérence sur la couverture qui fait que d'un premier regard, on va reconnaître que c'est des couvertures de récifs en fait. Après, j'ai évidemment, il fallait quand même créer un lien avec la collection principale d'Argile, et donc, j'ai repris certains éléments qui avaient été eux définis par Xavier Colette. Voilà, par exemple le titre, enfin le nom de la maison d'édition Argile façon un peu étiquette à la verticale sur la droite, des éléments sur le dos avec le logo, le placement des éléments. Ça crée des liens avec les collections principales, mais ensuite tout le travail de composition, de maquette, ça c'est moi qui l'ai défini. J'ai commencé par faire plusieurs essais de plusieurs directions et en fait on est vraiment très vite tombé d'accord sur celle-ci. Cette idée de fresque, entre les titres, c'est arrivé tout de suite? Est-ce que tu as travaillé les titres, ensemble ou est-ce que tu les as travaillés individuellement? Parce que vous aviez plusieurs textes dès le départ, je crois. Alors oui, on avait plusieurs scènes dès le départ, mais ils sortent pas forcément dans l'ordre où moi je les ai illustrés. Par exemple, le Fauzistan, c'est le troisième à apparaître, mais c'est là je crois, cinquième ou sixième couverture que j'ai faite. Et donc, en fait, il n'y a pas vraiment de volonté d'avoir une fresque où les couvertures se continuent l'une l'autre. Mais comme le principe de composition des couves, c'est d'avoir quelque chose qui travaille sur les diagonales et qui va être traversant d'un bout à l'autre de la première de couverture, bah ça crée forcément des liens. Et en fait, après, les couvertures se déploient aussi sur les rabats et sur la quatrième. Oui. Oui, donc en fait, c'est une fresque, par inadvertance. C'est ça. À part peut-être voilà quand il y aura deux titres qui sont liés, ça va arriver. En fait, il y a deux novellas qui sont les suites l'une de l'autre. Bah là, j'ai fait une continuité entre les couvertures. Alors, il faut juste que j'aille chercher mon chargeur, sinon je vais perdre mes questions. Hem et donc c'est quelle technique, que tu as utilisée pour les couvertures? Parce que toi, enfin, on voit beaucoup, dans tes romans, c'est des gravures, on est d'accord? Et Alors, l c'est des gravures dans la style diaphane et c'est des dessins à l'encre à ATA. OK. Et pour les couvertures, du coup? Pour les couvertures, De récif. pour les couvertures de récif, en fait, c'est d'abord du dessin à l'encre. Enfin, les traits au noir sont faits traditionnellement. Et par contre, après, dans un second temps, le travail de couleur est apporté numériquement. Ah, on dirait que c'est fait à la main, le travail de couleur. Oui, je cherche à faire un rendu un peu aquarelle, mais je trouve plus facile de travailler les couleurs en numérique. Ça permet enfin voilà, d'ajuster et de s'adapter aussi au travail sur le titre et de créer plus de cohérence d'ensemble et puis de différence entre les différents titres. Parce qu'évidemment, quand on crée une collection, le but c'est que à la fois la collection soit reconnaissable, mais qu'en même temps chaque titre soit facilement, soit bien distinct des autres en fait. C'est pour ça aussi que chaque titre a un peu sa couleur, dominante, Oui. Il faut réussir à pas être redondant sur les couleurs tout en ayant un rapport où moi il faut toujours que la couverture soit, enfin la couleur soit en rapport avec l'atmosphère visuelle que je me suis représentée en lisant le livre. Donc c'est un équilibre délicat à trouver. et hem et est-ce que, tu as lu, certains des novellas avant de faire la couverture? Ou est-ce que tu les as tous lus? Ou est-ce que, ça n'a pas d'impact, sur, ta réalisation des Alors si couvertures? oui, je lis les textes pour réaliser les couvertures. Il y en a peut-être un ou deux que j'ai pas lu en entier et dont j'ai lu peut-être la moitié pour me faire une idée. Je suis pas allée jusqu'au bout par manque de temps, parce qu'au début voilà il fallait en faire
beaucoup d'affilée pour définir la collection. Mais sinon, ouais, je lis systématiquement les textes. J'essaie de comprendre quel est le propos de l'auteur, de l'autrice en l'occurrence, et qu'est-ce qui va apporter un regard le plus pertinent possible sur l'œuvre. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour tout ça. On est à 10 minutes de la fin. J'avais des questions sur tes projets futurs en tant qu'autrice, en tant qu'illustratrice. N'hésitez pas dans le chat à poser toutes les questions que vous voulez sur tous les thèmes que vous voulez. Après, ce sera fini. L'interview, il faudra aller sur un autre interview ou en salon. Donc, c'est la dernière relance pour le chat. Alors, en, en tant qu'illustratrice, deux, trois questions. Est-ce que tu as des techniques que tu voudrais travailler, que tu n'utilises pas forcément au quotidien? Euh, 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 Peut-être expérimenter plus en couleur, en technique traditionnelle en fait. C'est vrai que pour la couleur, j'ai tendance à passer par le numérique et peut-être travailler plus l'aquarelle et la peinture à l'huile ou des choses comme ça m'intéresserait, mais ça prend beaucoup de temps aussi. Oui. Et puis l'huile, il faut la faire sécher 8 fois, donc Oui, et puis vernir et puis utiliser des tas de produits chimiques. c'est vrai. Est-ce que tu as pour projet de faire une exposition un jour de tes illustrations, de tes travaux? Alors, en fait, il y a relativement régulièrement des expositions, notamment dans le cadre de salons du livre. Alors là, prochainement, bah, c'est encore un peu inédit, mais je vais être aux Intergalactiques et il y a de grandes chances que mon travail d'illustration y soit exposé également. Voilà, j'ai été exposée récemment à la librairie Dialogue à Brest, donc voilà, euh, c'est assez fréquemment en fait en complément ben voilà, de ma présence en salon ou en dédicace que mon travail illustré est aussi présent. Ben, donc d'autres raisons pour aller te rencontrer finalement. Absolument. On peut voir Parce que forcément, on les voit en bien meilleure qualité que dans les livres et en plus grand. en plus grand sur un meilleur papier avec l'autrice à côté, illustratrice, Absolument. artiste à côté. C'est bien artiste comme terme. Pourquoi je l'ai pas utilisé dans l'interview? Est-ce qu'on Ça pourrait recoupe bien tout. acheter des prints de tes illustrations? Alors c'est en projet en fait. Alors j'ai déjà une page sur InPrint, mais c'est plutôt un site qui s'adresse aux États-Unis. Pour le reste du monde, les frais de port sont absolument extravagants. Et donc, normalement, dans les 2-3 prochains mois, je vais lancer des prints que je vais gérer en fait moi en direct avec un imprimeur et c'est possible qu'il y ait d'autres projets aussi dont je ne dis pas plus pour le moment. Je pense qu'il y a plein de personnes qui n'attendent que ça. Donc, J'espère. et niveau écriture, où est-ce que... Si j'avais une dernière question illustration, tu réalises des couvertures du coup pour Récif, tu réalises, tu as fait beaucoup de projets avec Calidor, etc. Euh, En une année, tu fais combien d'illustrations de... Euh, Alors cette année, avec les 50 de la demeure des Mahorel, plus tout le reste, je pense que je dois être autour de 70-80 à peu près. Oh, c'est énorme. Mais c'était vraiment une grosse année. Félicitations pour tout ce travail. Merci. Côté écriture, est-ce que tu as des projets en cours? Alors pour l'instant, je suis vraiment dans l'accompagnement de la sortie d'AATA et je me relance, on va dire gentiment sur différents projets. Mais c'est encore un peu trop frais, donc je ne vais pas trop en parler pour l'instant. Pas de souci.
Bah, écoute, merci beaucoup à toi. On a, Bévieux qui dit qu'il n'a pas qu'il ou elle qu'elle n'a pas grand-chose à demander, mais merci pour ce moment à tous. Bon courage à nous pour tes futurs projets et continuez comme ça, Chimera. Bah, merci beaucoup à toi d'avoir été là sur le chat. Merci à toutes les personnes qui ont été sur le chat et qui passeront, sur YouTube sinon. Heu, Anouk, quelles, sont du coup tes actus? Il y a samedi à la Dimension Fantastique à 16 heures. À partir de 16 heures. Oui, c'est ça. Et après, je serai au festival Lumière d'hiver de Beauvais le 8 février, en dédicace également, avec une présentation de mon travail et également pour une lecture performance, voilà, dessin, lecture de texte et musique dans le cadre de l'anniversaire de la cathédrale de Beauvais, en fait, qui a, je crois, 800 ans, mais à vérifier. Et après, bah, ça commence la série des salons de printemps, et je serai à Rennes 2 fois avec Rue de Rennes, puis Sirène en mars, et ensuite Trolls et légendes, les intergalactiques et d'autres salons qui vont arriver que j'annoncerai bientôt. Eh ben, merci beaucoup à toi et merci pour toutes ces annonces. Nous, en actualité, on a l'interview de Xavier Dolo sur la collection Récif qui a été publiée aujourd'hui à 16 heures. Si vous voulez plus de collection Récif ou plus d'argile, allez-y. Et notre prochaine interview, ce sera le 10 février avec, euh, avec Fabien Clavel pour parler de ses différents écrits, donc ses écrits personnels et aussi ses écrits qui sont transmédiatiques parce qu'il a beaucoup de livres inspirés de jeux de rôle, de jeux de société, voilà. Et après, et donc nous, on passe à un interview par mois sur Twitch parce que parce on adore faire des interviews, mais on a quand même des travaux universitaires à faire. Bah, merci à tous et puis bah, j'arrête le stream et à bientôt. Merci beaucoup.